C'est un effet collatéral du Covid-19. Les quelques 3500 maires d'Occitanie élus au premier tour des élections municipales n'ont toujours pas été installés, ce qui peut donner lieu à des situations, on imagine, difficiles, sinon ubuesques, à un moment où les maires sont pourtant en première ligne dans la gestion de la crise. Bonjour Jacoberti. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire de l'Association des maires de France pour la Haute-Garonne, président du SICOVAL, qui rassemble 36 communes au sud-est de Toulouse. Et comme vous étiez maire sortant d'Aigues-Vives et que vous êtes en tête du premier tour, je crois qu'on peut aussi dire que vous êtes maire d'Aigues-Vives. Vous allez me le confirmer. Alors, je suis maire sortant, mais pas encore tout à fait maire, puisque mon conseil municipal n'est pas installé, mais les choses sont effectivement en très très bonne voie, oui. En très bonne voie. Alors c'est vrai que c'est un sacré casse-tête, hein. Alors c'est surtout pour les autres, hein, surtout pour ceux qui n'étaient pas sortants, mais qui ont eu la majorité absolue. On va faire un peu de pédagogie, si vous voulez bien, Jacoberti. Je vous en Comment se prie. passe l'élection d'un maire en temps normal? Alors, il faut en passer d'ailleurs par une première étape qui est l'élection des conseillers municipaux. Donc, elle s'est déroulée le 15 mars. Et à l'issue du 15 mars, en tout cas en ce qui concerne la Haute-Garonne, près de 90%, donc 9 communes sur 10, ont vu l'ensemble des conseillers municipaux élus. Donc on considère que, a priori, l'équipe est au complet. Mais le maire, lui, n'est élu que dans un deuxième temps, après ce que l'on appelle l'installation en fait des conseillers municipaux. Et pour cela, il faut organiser le premier conseil municipal. Il vote. Et généralement, c'est la tête de liste qui portait l'équipe qui a eu la majorité qui, ensuite, cette tête de liste est élue maire. Sauf que dans 10% des cas, nous sommes dans l'attente du deuxième tour, avec Exactement. Alors, il y a différents eu cas de figure. Voilà. Alors effectivement, il y a eu un coup de théâtre, hein. L'exécutif, on s'en souvient, a finalement, interdit la tenue des conseils municipaux qui auraient dû, vous nous le dites, élire, les maires. C'est une première ça, Jacoberti? C'est une première, oui. Oui, oui, c'est une situation entièrement inédite de mémoire de citoyens. Et d'ailleurs, nous naviguons finalement un petit peu dans le flou parce que Mmh. notre constitution, les textes n'ont pas vraiment prévu. Alors, on recherche effectivement les meilleures solutions pour assurer la continuité de la gestion des affaires communales. Alors lundi dernier, devant le Sénat, Édouard Philippe a plaidé effectivement pour une installation, rapide, hein, des équipes qui, depuis le 15 mars, disposent de la légitimité du suffrage. Aujourd'hui, devant la loi, qui est aux manettes? Alors, ce sont les élus sortants, c'est-à-dire ceux-là même qui, jusqu'au 15 mars, géraient les affaires communales, jusqu'au 20 mars, puisque, en fait, il y a obligation dans les 5 jours qui suivent effectivement l'élection du conseil municipal au complet pour élire le maire. Voilà. Et nous sommes donc encore dans le précédent mandat. À cet égard, les ordonnances ont donné plus de pouvoir encore au maire ou au président de l'intercommunalité, puisque comme il y a effectivement la difficulté de réunir le conseil municipal tel qu'il a été mis en place en 2014, on donne, pour pouvoir prendre les décisions du quotidien, un peu plus de pouvoir au maire, l'ordonnance du 1er avril, qui n'est pas un poisson, et qui impose aussi d'ailleurs au maire sortant d'informer les élus en place, le conseil municipal sortant, mais aussi les nouveaux élus, c'est-à-dire ceux-là même qui ne sont pas encore complètement installés. Mais c'est une information qui n'est pas soumise à un vote ni à une sanction en réalité, hein? Exactement. Alors, Et il alors peut y avoir a quelle posteriori, difficulté? Ouais, pardon. oui, pardon, il peut y avoir a posteriori une remise en question par les élus, mais avec des procédures qui, somme toute, apparaissent aujourd'hui relativement lourdes. Et puis, en fait, le contexte évolue tellement d'un jour à l'autre Mmh. qu'il est très difficile de remettre en question toute décision dans un environnement très, très mouvant. Et alors dans cet environnement, très mouvant, à un moment où vous devez faire face à une crise, elle aussi, à nul autre pareil, comment ça se vit sur le terrain? Quelles difficultés ça pose? Alors, en fait, il y a des situations assez cocasses, hein, il faut bien le dire. Ah Vous oui. avez par exemple des élus qui aspiraient à une retraite bien méritée, la fonction de maire étant quand même en temps normal assez lourde à porter, qui se retrouvent à devoir finalement prolonger leur engagement
et qui plus est avec des décisions donc instantanées assez lourdes et enfin, nous en avons une là à très court terme qui est la réouverture progressive des écoles. Vous avez des maires sortants donc qui sont aux manettes, hein, comme je vous le disais, mais qui Mhm. aux élections ont été battus. Mhm. C'est-à-dire qu'ils prennent en fait au quotidien des décisions lourdes à porter aussi sur leurs épaules, en se tournant bien évidemment aussi vers l'avenir, alors même que les concitoyens, les électeurs, ne leur De ont les pas fait désavouer. confiance le 15 mars. Vous voyez, donc Ouais. bon. Vous avez aussi des maires sortants qui aspiraient effectivement, comme je vous le disais, à se reposer, qui ont en face donc une équipe qui est prête à démarrer sur les starting blocks et un tête de liste, futur maire, qui n'est pas d'accord éventuellement avec eux, mais c'est comme ça, c'est le maire sortant qui décide. Voilà. Sans parler, alors là, il y a encore des cas encore plus cocasses, hein, je dirais, ou des cas très particuliers, notamment pour les communes de moins de 1000 habitants, parce qu'on a un mode de scrutin qui est Différent, un ouais. tout petit peu différent, hein, où chaque conseiller municipal est élu en son nom, hein, ce qu'on appelle le panachage, où vous avez une partie de la liste avec les nouveaux élus qui attendent. Mais par exemple, le maire n'a pas été élu au premier tour. Ah Et oui. donc va se poser la question de savoir est-ce que cette partie de liste va être installée au premier conseil municipal, est-ce qu'il va y avoir un deuxième tour uniquement pour des postes restés vacants. Et si parmi les postes restés vacants, vous avez la candidature du tête de liste et donc du futur maire, le conseil étant installé avant le deuxième tour, dans ce cas-là, eh bien, risque d'élire un maire qui n'était pas celui prévu initialement. Sacré casse-tête, en effet, dans cette période. Exactement, oui, exactement. À Mhm. propos des décisions lourdes que vous devez prendre et auxquelles vous devez faire face, en ce moment, est-ce qu'il y a des garde-fous tout de même pour éviter que des maires sortants désavoués, se lancent dans des chantiers qu'ils avaient envie de faire, mais pour lesquels justement ils ont été désavoués? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, sincèrement, j'ai regardé ça de près, hein, y compris Ouais. pour mes propres décisions, même si dans la commune que je préside, la situation est plutôt dans la continuité. Oui, il existe les garde-fous classiques, vous savez, ce qu'on appelle le contrôle de légalité, hein, c'est-à-dire quand vous prenez un arrêté ou une décision, ensuite cela passe par les fourches codines de l'État, tout est contrôlé, mais les procédures sont tellement lente eu égard en fait à la situation d'urgence et à Mmh. l'instantanéité en quelque sorte des décisions actuelles que je pense que ces garde-fous ne sont pas adaptés. Donc Mmh. on fait réellement appel à la responsabilité, même quelque part un petit peu à l'altruisme des maires sortants qui sont encore aux manettes. Alors, en tant que président du SICOVAL, hein, vous chapeautez 36 communes Mhm. du sud-est de Toulouse, donc vous les travaillez de près avec ces maires. Ils vont comment, ces maires? Ils ont hâte que ça cesse? Ils sont épuisés? Donnez-nous un peu le pouls. Alors, deux aspects en fait dans votre question. Un premier aspect, donc les choses évoluent très vite d'un jour à l'autre. On le voit d'ailleurs même dans les annonces gouvernementales. Hein. Ce qui était vrai Ah hier ça ne l'est oui. plus aujourd'hui et ne le sera sans doute encore moins demain. Donc cela crée une forme de stress et selon les caractères hein, des élus, des maires, cela est vécu de différentes façons. Mais c'est quand même assez difficile à vivre malgré tout. Mmh. C'est une situation très particulière. Et puis vous avez un deuxième élément, c'est que nous n'avons pas un fonctionnement normal. Nous fonctionnons Bien sûr. beaucoup comme nous-mêmes ce matin. Donc via le téléphone, via Oui. aussi le petit écran de nos ordinateurs en visioconférence, comme beaucoup de télétravailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'élus confinés, alors même qu'il faut prendre des décisions importantes pour l'extérieur. Donc les horaires n'existent plus, Ouais. les contacts s'enchaînent. Le fait qu'il faille prendre ces décisions en instantané et très rapide crée énormément de contacts entre élus. Nous sommes dans une période, j'allais dire, très intense, très chargée et qui est très éprouvante. Ce qui, Mmh. d'ailleurs, crée un décalage par rapport à ce que je vous disais, notamment au niveau des maires,
qui sont obligés de prolonger un mandat alors qu'ils aspiraient, Bien pour sûr. certains, à un repos bien mérité, quoi. Alors, vous avez parlé de la loi d'urgence du 23 mars qui a donné et de l'ordonnance, hein, qui a donné plus de pouvoir aux maires. C'est quoi ces pouvoirs supplémentaires? Est-ce qu'ils en ont trop? On l'entend parfois, hein, ou pas assez pour faire face à la crise et à la centralisation par l'État? Alors, si évidemment, enfin, comme c'est le cas en temps normal, hein, il n'y a pas d'abus, sincèrement, je ne pense pas que les maires aient trop de pouvoir aujourd'hui. Il faut qu'ils puissent, à un moment, mettre en œuvre les mesures qui s'imposent, hein. Vous savez, la question du confinement, c'est une question de survie, hein. Et d'ailleurs, on voit que le comportement des citoyens, particulièrement en milieu rural, a été très responsable et a permis effectivement de juguler cette première vague dont on attendait qu'elle soit terrible. Donc je ne pense pas qu'il y ait trop de pouvoir. En tout cas, s'il y avait dans certaines communes cette capacité à mettre en œuvre finalement au-delà du raisonnable les pouvoirs qui sont donnés aux maires, pour autant ça ne s'observe pas. Qui plus est, là où il y aurait un risque, c'est là où il y aurait en quelque sorte un conflit entre une équipe en place qui aurait été Ah oui. battue par rapport à une équipe entrante sur des Mmh. actions. Sur des actions. Par exemple, une équipe sortante aurait prévu des travaux et l'équipe entrante aurait été élue contre ces travaux. Voilà. Mmh. Contre un projet porté par l'équipe sortante. Ça arrive, hein, on a quelques cas. Mais comme finalement, jusqu'à présent, tout s'est arrêté, pour les travaux, les entreprises ont stoppé les chantiers. Donc on est dans une phase qui est encore acceptable. Mais que Mmh. va-t-il se passer au moment de la reprise des chantiers? Est-ce que des maires sortants vont utiliser le pouvoir qui leur est donné pour finalement poursuivre l'œuvre donc du mandat précédent, alors même qu'ils savent qu'ils ont été battus sur ces projets? Ça, c'est une autre question. Et il y a des élus entrants, des nouveaux élus, qui réellement sont très tendus à cet égard. Mmh. Voilà. Et j'ai des sollicitations au niveau garonnais. J'imagine qu'au niveau national, il y en a d'autres par ailleurs sur d'autres territoires, pour savoir comment effectivement lutter potentiellement contre un abus de position du fait des ordonnances pour des maires qui auraient été battus. Un dernier mot, Jacques, Auberty, à propos du deuxième tour des élections, municipales qui devaient, se tenir le 22 mars. Elles pourraient finalement avoir lieu fin juin. On ne le sait pas pour l'instant. C'est quoi votre souhait à vous? Alors, bon, si vous voulez, pour que le deuxième tour donne donc une confiance méritée dans les élus qui vont se présenter et que le Conseil soit légitime, hein, au sens noble du terme, il faut une campagne électorale digne de ce nom. La campagne électorale ne peut être menée que si réellement il y a un contact à la population. Il faut éviter que se réitère ce doute sur le premier tour, notamment par rapport aux personnes de 70 ans et plus à qui on avait Mmh. demandé effectivement de prendre d'énormes précautions. Mmh. Donc, imaginez que d'ici fin juin, la sortie du confinement, parce qu'on est plutôt dans un confinement allégé que dans un déconfinement aujourd'hui, donc Mmh. que la sortie du confinement permette aux équipes donc de préparer un deuxième tour serein, c'est quand même très incertain. Assez Voilà, très mince. incertain. Mmh. Donc, je pense sincèrement qu'on se dirige plutôt vers donc une nouvelle élection à l'automne, mais dans ce cas-là, se pose, vous le savez, la question La de repasser par un premier tour. Un premier tour. Eh bien, merci beaucoup. Nous verrons ça donc, dans les prochaines annonces du gouvernement. Annonces, vous nous l'avez dit, qui fluctuent d'un jour à l'autre. Merci Jacques Auberty. Je Merci rappelle que à vous êtes, Madame O'Neill. maire Bonne journée à sortant vous. d'Aigues-Vives, président du SICOVAL, et vous nous avez accompagnés justement sur cet éclairage sur les élections municipales. Merci beaucoup.